Je vais maintenant passer la parole à Aurélien pour la présentation qui durera environ 45 minutes. Merci Amanda. Bonjour à toutes et à tous. Donc merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire. J'espère que vous êtes installés confortablement. Aujourd'hui, avec mon collègue Chris, donc nous allons vous parler de traitement in situ de polluants chlorés et plus particulièrement de déchloration réductrice améliorée. Pour cela, donc nous allons avoir une approche un peu théorique au début, quelques cas pratiques, et ensuite nous allons partager avec vous le retour d'expérience de la société Regenesis sur ce sujet. Donc Regenesis, c'est une société qui a été créée en 1994, donc une société relativement vieille pour le milieu. Et depuis, donc, nous développons et commercialisons des solutions pour le traitement in situ des eaux souterraines. Donc nous avons toute une gamme de solutions, traitements physiques, chimiques et biologiques, qui est le sujet aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous allons parler donc de traitement in situ des composés chlorés. Donc commençons par nous intéresser à quels sont ces composés chlorés. Donc, on parle de composés chlorés ou solvants chlorés, car ce sont des molécules en fait qui ont été utilisées pendant longtemps dans l'industrie comme solvants. C'est pour ça qu'ils ont été largement utilisés, car ce sont des solvants intéressants. Donc, majoritairement, ce qu'on va retrouver le plus dans la nature, ça va être les alcanes chlorés. Donc, dans ces alcanes, nous avons les méthanes avec un atome de carbone autour duquel on aura un ou plusieurs atomes de chlore. Donc, on aura du mono jusqu'au tétrachlorométhane. Nous avons d'un autre côté les éthanes, donc là cette fois-ci avec 2 atomes de carbone, et la même chose entre un et plusieurs atomes de chlore qui sont greffés sur ces atomes de carbone. Ensuite, nous avons également les alcènes chlorés qui sont les plus connus, avec, vous retrouvez le tétrachloroéthylène ou perchloroéthylène, le trichloroéthylène, jusqu'au chlorure de vinyle. Donc pourquoi nous nous intéressons à ces molécules? D'une part, comme je disais, elles ont été largement utilisées dans l'industrie comme solvants, notamment pour tout ce qui va être traitement de surface. Mais d'un autre côté, leur intérêt en traitement in situ, c'est qu'ils sont très toxiques. Pour vous donner un ordre de grandeur, si vous prenez une piscine olympique de 2500 mètres cubes, il suffit d'une cuillère à soupe de perchloroéthylène dans cette piscine olympique pour dépasser le seuil de toxicité, qui est de 10 microgrammes par litre. Vous pourrez faire le calcul chez vous. Donc vous prenez 2500 mètres cubes d'eau, une cuillère à soupe qui fait à peu près 15 millilitres, et donc avec cette cuillère à soupe, vous avez contaminé toute votre eau de piscine. Donc ce qui montre un peu la toxicité de ces molécules, d'où l'intérêt de les traiter. Donc comment ces molécules se comportent-elles dans le sous-sol? Là, sur cette petite animation, nous allons voir un peu la propagation de ces molécules à partir de la surface dans le sous-sol. Une propriété intéressante de ces molécules, c'est qu'elles sont plus denses que l'eau. Donc on va parler de DNAPL, pour Dense Non-Aqueous Phase Liquide. Donc cette propriété fait que lorsqu'elles vont être au niveau de la nappe d'eau souterraine, elles vont avoir tendance à plonger en fait au fond de l'aquifère. Donc c'est ce qu'on va voir en fait sur cette petite animation. Donc ce que l'on voit, c'est que la pollution va arriver depuis la surface. Hop. Hop, excusez-moi, l'animation va se lancer si elle veut bien. Ok, bon, l'animation ne fonctionne pas, mais ce n'était pas très important. C'était juste pour dire que la pollution va couler à partir de la surface. Et une fois qu'elle va arriver en contact avec la nappe d'eau, la nappe d'eau va en fait transporter les polluants en dehors des limites du site. Et donc, on va avoir à la fois un impact au droit du site et également en dehors du site, avec par exemple des impacts sur des puits de pompage qui peuvent être situés en aval du site, sur des zones d'habitation, voire même s'il y a plus en aval des rivières, donc un impact sur les eaux superficielles. Si on regarde plus précisément la distribution verticale de ces polluants, ce qu'on voit en fait, c'est que cette distribution va être largement influencée par la géologie. Donc en fait, les polluants vont couler au gré des géologies qu'ils vont rencontrer. Si nous avons des hétérogénéités de géologie qui font que par endroits, on va avoir des creux avec des zones moins perméables, on va avoir à ces endroits-là des accumulations de produits. C'est ce qu'on parle ici de poules ou de piscines, donc des réservoirs de polluants. Et tout ceci se complique quand on va arriver, par exemple, au niveau de roches fissurées. Au niveau de ces roches fissurées, on sait que ces roches sont très peu perméables, sauf aux endroits des fissures. Donc c'est ce qu'on va voir ici plus en détail sur les images. Donc ce qui arrive, c'est que le DNAPL, donc cette phase, va venir s'accumuler tout d'abord au droit de cette roche peu perméable, et ensuite ils vont venir s'infiltrer à l'intérieur des fissures.
Donc c'est ce qu'on voit ici, la couleur rouge qui montre le polluant qui vient s'infiltrer à l'intérieur de ces fissures. Donc au début, quand le DINAPLE est bien accumulé au droit au-dessus de cette roche, on peut espérer qu'il est encore facilement récupérable. Parce que le moment où il commence à rentrer dans la fissure, il va être beaucoup plus difficilement récupérable. Et la situation va encore se compliquer à partir du moment où le DINAPLE va avoir tendance à diffuser à travers cette roche. Là, à ce moment-là, vous aurez des polluants qui seront très très difficilement récupérables. Donc ce qui fait qu'on va avoir en fait un stock de polluants très difficilement accessible, mais qui va poser beaucoup de problèmes dans nos traitements. Et notamment, il va poser des problèmes de rétrodiffusion ou backdiffusion. Donc on va essayer de regarder plus en détail ce que sont ces problèmes de rétrodiffusion. Donc toujours pareil, là une petite animation pour vous montrer ce que sont ces problèmes de rétrodiffusion. Hop, parfait, ça fonctionne, tout va bien. Donc en fait, la première chose, c'est de dire qu'il n'existe pas de milieu homogène. On aura toujours dans un sous-sol des zones plus ou moins perméables. Ici, vous avez des sables très perméables et au-dessus, plutôt des limons très peu perméables. Donc au début, la pollution va se diffuser à travers les sables. Puis, au fur et à mesure, cette pollution va réussir à rentrer dans les zones moins perméables. Donc on va avoir une contamination à la fois de la zone perméable et imperméable. Quand vous allez essayer de faire votre traitement, vous allez réussir à traiter la zone très perméable. Ça va être très facile à traiter, c'est facile à injecter. Le problème, c'est qu'après ça, la pollution va revenir dans cette zone perméable et va recontaminer ce que vous venez de traiter. Donc c'est vraiment là où vous aurez ce qu'on appelle les effets rebonds liés à la rétrodiffusion. Si on regarde au niveau d'une petite animation, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'au début, on va avoir, donc, comme je disais, cette zone perméable qui va être contaminée. Vous allez venir, par exemple, mettre en place un pump and treat. Donc vous allez dire très bien, on arrive à facilement décroître les concentrations dans cette zone perméable, mais dès que vous allez arrêter, vous allez voir que les concentrations vont remonter à cause de ces phénomènes de rétrodiffusion. Et donc vous allez revenir et vous allez recommencer, et encore une fois, les concentrations vont réaugmenter. Et donc tout ça fait que ça va être très difficile d'atteindre des objectifs de traitement relativement bas, parce que toujours à cause de cette source de pollution qui est difficilement accessible. Donc l'idée en fait de cette slide, c'est de dire, si vous voulez atteindre des objectifs de traitement bas, il va vous falloir du temps, parce qu'il va falloir que vous essayiez de traiter cette source de pollution qui est difficilement accessible. Et le temps, c'est ce qui vous permet d'avoir la déchloration réductrice améliorée. Donc au niveau des traitements possibles, nous avons ici une petite slide qui permet un peu d'expliquer que chaque type de traitement a sa zone optimale. Par exemple, si on regarde quand on est en présence de DINAPLE, donc ça veut dire très concentré. Là, on va plutôt essayer d'utiliser des traitements physiques, tels que le pump and treat par exemple. Et ce pump and treat, vous connaissez sûrement déjà la technique et vous connaissez l'avantage. L'avantage, c'est quand on a par exemple du DINAPLE à pomper, ça va être très intéressant parce qu'on va très vite sortir d'importantes quantités de DINAPLE. En revanche, à partir du moment où le stock disponible facilement, le stock de polluants facilement extractibles commence à diminuer, là, vous allez devoir essayer de traiter le polluant qui sont très peu accessibles. Et donc, à ce moment-là, la technique va devenir très compliquée. Et donc, par exemple, votre ratio euro par mètre cube de polluant extrait va fortement augmenter. Donc ce qu'on conseille, c'est une fois qu'on a enlevé en fait les fortes concentrations en DINAPLE par exemple, qu'on passe à des techniques plus adaptées, telles que la biologique, qui va être aujourd'hui le sujet de notre conversation, la déchloration réductrice améliorée, mais aussi le chimique. Je vais quand même parler du chimique aujourd'hui parce que vous verrez que finalement ces deux techniques sont relativement proches. En effet, que l'on parle de déchloration réductrice chimique ou biologique, dans les deux cas, tout est affaire de transfert d'électrons, à partir de donneurs d'électrons vers des accepteurs d'électrons. Dans le cas de la biologie, le donneur d'électrons va être plutôt l'hydrogène dissous. Dans le cas d'un traitement chimique, ça va plutôt être du fer zéro. Donc ce qu'on voit, c'est que nous, nos composés cibles sont les solvants chlorés. C'est ceux qu'on va traiter. Mais dans la nappe d'eau souterraine, il va y avoir tout un autre tas de molécules qui vont être capables d'accepter ces électrons, que ce soit l'oxygène, le nitrate, les sulfates. Et donc, ils vont en quelque sorte consommer une partie des électrons qui vont être libérés. Donc si on regarde plus précisément donc, le traitement biologique. Donc dans ce traitement biologique, il va se faire à partir de l'hydrogène dissous par respiration. Donc on va avoir un transfert d'électrons de l'hydrogène dissous vers nos accepteurs d'électrons. Pour avoir de l'hydrogène dissous, en préalable, il faut une source de carbone. Et c'est la fermentation de cette source de carbone qui va permettre de créer l'hydrogène dissous. Donc vous comprenez là dès maintenant que la source de carbone va, en fait va être le paramètre clé du traitement par réduction biologique. Si on regarde la déchloration réductive naturelle, c'est-à-dire la déchloration réductive qui se fait en utilisant les sources naturelles de carbone, elle existe. Cependant,
les sources de carbone naturelles sont relativement limitées. Et en plus, par exemple, pour ce qui concerne la tourbe, qui contient beaucoup de matière, elle contient pas mal de matière organique, mais cette matière organique n'est pas forcément très biodisponible pour les bactéries. Donc elle va être difficile à fermenter et on va avoir du mal à créer cet hydrogène dissous. Donc en déchloration réductrice améliorée, on va essayer en fait de développer des substrats pour favoriser cette réduction biologique. Différents types de substrats. En théorie, vous pourriez utiliser n'importe quel type de substrat de la vie quotidienne, que ce soit des sucres, des lactates, de l'alcool, symbolisé ici par la bière, ou voire de la mélasse. En revanche, en pratique, si vous n'utilisez pas la bonne source si vous utilisez une de ces sources de carbone, vous allez avoir beaucoup de problèmes. Si elle est trop soluble, une fois que vous allez l'injecter dans la nappe, elle va être rapidement lessivée par la nappe. Si elle se fermente trop vite, vous n'arriverez pas à avoir une certaine rémanence et donc vous allez devoir revenir injecter régulièrement. Et si vous utilisez des solutions trop visqueuses telles que la mélasse, ça va être très compliqué d'avoir une bonne distribution dans le sous-sol. Et on verra plus tard l'importance de cette distribution dans le sous-sol. Donc Regenesis, dès sa création, a travaillé en fait au développement de sources de carbone. Pour ça, on a mis en place en fait un petit cahier des charges qui dit nous, on va dire la source de carbone idéale, elle permet d'avoir une bonne distribution dans le sous-sol, elle permet de ne pas être lessivé par la nappe, c'est-à-dire elle va rester à l'endroit où on l'a injecté pour vraiment traiter cette zone. Elle va avoir une longévité suffisante et surtout un grand rayon d'influence. Et tant qu'à faire, permettre une déchloration totale. Donc Regenesis a créé dès les années fin des années 90, vers 98, a commencé par développer donc le HRC. Le HRC, pour faire simple, c'est une molécule qui est formée par réaction entre un alcool et de l'acide lactique. Et cette molécule, au final, elle va permettre une libération contrôlée des lactates dans la nappe. Parce que si vous mettez juste des lactates tels quels, ils vont être très facilement dissous et ils vont partir avec la nappe. Là, on va vraiment avoir une libération contrôlée de ces lactates dans la nappe. Donc le HRC, comme je disais, a été créé en 98 et il a été utilisé depuis sur plus de 5000 sites à travers le monde. Mais pour aller plus loin, Regenesis a continué à travailler sur une autre source de carbone, cette fois-ci le 3-DME. Alors là, le 3-DME, c'est une molécule qui est encore un petit peu plus particulière, parce que d'un côté, vous allez avoir une branche avec des acides lactiques. Donc ça, l'avantage, c'est que toujours pareil, on va avoir un relargage contrôlé de ces acides lactiques dans la nappe, donc une dissolution contrôlée de ces acides lactiques, on va dire pendant une période de 18 mois par exemple. Et à la fin de cette période, ça va plutôt être les acides gras, donc la deuxième partie de la molécule, qui vont se libérer. Ce qui fait qu'avec cette molécule, à partir d'une injection, vous avez une longévité jusqu'à 5 ans. Alors comment ça fonctionne? Là, on va voir la dissolution, donc comme je disais, des acides lactiques dans la nappe. Donc c'est les petites molécules avec les boules rouges et les boules blanches. Donc on voit que l'acide lactique va très rapidement se dissoudre une fois qu'il va être en contact avec la nappe. Une fois dissous, les molécules capables de faire de la fermentation vont venir donc utiliser ces acides lactiques comme source d'énergie. Et durant cette fermentation, nous allons créer de l'hydrogène. L'hydrogène qui est en fait le déchet de la fermentation de ces molécules d'acide lactique. Donc l'hydrogène est symbolisé ici par des petites boules bleues. Une fois cet hydrogène créé, nous allons pouvoir passer à la déchloration réductive biologique. Donc à ce moment-là, en fait, vous allez retrouver nos petites boules bleues, donc l'hydrogène, et les bactéries capables de faire la réduction. Ça peut être par exemple des Halococoides. Donc vous voyez, il va y avoir un transfert entre l'hydrogène, la bactérie et la molécule cible. Et au fur et à mesure, on va donc avoir une déchloration en fait de notre polluant pour arriver jusqu'à de l'éthène. Donc là, on en est au dichloroéthylène, on est arrivé au chlorure de vinyle, et la dernière bactérie va travailler, et voilà, on arrive à l'éthène. Donc on a vraiment une déchloration réductive de notre molécule. Le 3-DME, si vous devez l'utiliser en cas pratique, il s'injecte sous forme d'une émulsion telle que du lait. En gros, c'est du lait que vous allez injecter, c'est une émulsion blanche que vous injectez dans le sous-sol. Et comme je disais, le gros intérêt, c'est que vous allez avoir une libération contrôlée du 3-DME dans la nappe, avec une longévité de 4 à 5 ans après une seule injection. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez utiliser ce genre de source de carbone dans vos projets de traitement in situ? Alors, hop, excusez-moi, je vais essayer de lancer l'animation. C'est toujours un petit suspense. Et ça fonctionne. Donc, au début, vous allez avoir une augmentation de la quantité de carbone organique total dans la nappe. Puis, comme vous l'avez vu, par exemple, l'oxygène dissous, les nitrates, les sulfates, vont être des potentiels accepteurs d'électrons, donc ils vont être réduits. Ils vont
leur concentration va fortement diminuer. Par exemple, vous allez voir des chutes de concentration en oxygène et qui vont s'accompagner d'une diminution du potentiel redox. Et tout ça, en fait, c'est ce qu'on va appeler la phase d'acclimatation. Durant cette phase-là, en fait, la population de bactéries va augmenter. Donc ça pour dire, ça peut être intéressant quand vous lancez un projet de traitement in situ en utilisant une source de carbone, de suivre également les concentrations en oxygène dissous, en sulfate, en nitrate. Ça peut être une bonne indication de voir si la nappe est maintenant bien acclimatée pour la future déchloration de vos solvants chlorés. Si vous êtes pressé, si vous n'avez pas le temps d'attendre ce qu'on appelle la biostimulation, c'est-à-dire de stimuler les bactéries qui sont en place, on peut faire appel à de la bio-augmentation. Dans ce cas-là, on va essayer en fait d'injecter directement des bactéries dans la nappe. Pour ça, Regenesis a mis en place a développé son propre consortium de bactéries, donc biodéchlorinoculum, qui permet en fait de plus rapidement démarrer les processus de déchloration. Donc là, je vous ai présenté de façon théorique la partie réduction biologique. On peut regarder rapidement la partie réduction chimique avec du fer zéro valent. Donc notre donneur d'électrons, cette fois-ci, va être le fer zéro valent. L'avantage d'utiliser un fer zéro valent, c'est comme vous l'avez vu tout à l'heure dans le schéma, c'est qu'on peut travailler avec des concentrations plus grandes. Et d'autre part, on va à la fois avoir une chaîne réactionnelle linéaire, on va dire, du PCE jusqu'au chlorure de vinyle et l'éthène, mais on va avoir également d'autres voies d'élimination de ces composés chlorés. Comme vous voyez ici, on peut passer par des formations de différents chlorés acétylène. On parlera de bêta-élimination. Donc en gros, l'idée c'est de dire qu'avec le fer zéro valent, vous avez deux voies possibles de réduction, dont une voie qui permettra de former moins de sous-produits de dégradation. Donc pour réaliser ce traitement chimique à base de fer zéro valent, Regenesis a développé son propre fer zéro valent, le S-micro-ZVD. Donc micro, parce qu'on a des particules micrométriques, de la taille inférieure à 5 microns, qui sont mis en suspension dans du glycérol. Donc quand vous le recevez sur chantier, ça ressemble vraiment à une encre noire en fait liquide que vous pouvez diluer avant d'injecter. De plus, ces particules de fer ont subi un pré-traitement. Donc on va faire en fait un traitement de surface des particules de fer en faisant une sulfuration de surface. L'idée en fait c'est de les protéger pour éliminer les réactions compétitives telles que des réactions avec l'eau pour éviter en fait la passivation des particules de fer. L'idée d'avoir fait ces petites particules, donc de très petite taille et passivées dans une solution de glycérol, c'est en fait d'avoir une très bonne distribution dans le sous-sol. Encore une fois, on va voir après l'importance de cette distribution dans le sous-sol. Donc voilà, l'intérêt, c'est vraiment d'utiliser ces particules de fer en complément, par exemple, du traitement biologique dans les zones très concentrées. Donc on peut très facilement imaginer, par exemple, d'abord un traitement pump and treat pour enlever les phases pures. Ensuite, on passe à un traitement chimique dans les zones sources, couplé à un traitement biologique. Et par exemple, dans la zone panache, on peut plutôt passer à un traitement biologique. Donc le fer zéro valent, comme je vous disais, il va s'utiliser assez simplement. Ça va être une solution liquide. Vous le voyez ici sur la petite vidéo. Donc vous allez pouvoir diluer à la bonne concentration avant l'injection. Le gros intérêt par rapport aux autres techniques à base de fer zéro, c'est qu'on va utiliser directement le fer sous forme liquide et qu'on n'aura pas de poudre de fer à manipuler. Et pas non plus de suspension fortement visqueuse à injecter, non pas, telle qu'avec de la gomme de goire. Alors je vous ai présenté un peu de façon théorique les différentes techniques de traitement qui existaient. Donc on va dire la partie réactive, voici comment ça fonctionne. Maintenant, comment les mettons en œuvre in situ? Alors pour le traitement in situ, il y a deux approches possibles. Et ces deux approches sont souvent complémentaires. On part ici d'un cas, voilà, il y a eu une pollution accidentelle qui se répand. Et donc la première approche, ça va être de dire on va venir traiter dans la zone source en faisant un maillage d'injection. Et donc on va traiter cette zone source directement. Et la deuxième approche, souvent qui est utilisée en complément, c'est de réaliser une barrière plutôt en aval, dans le panache, pour empêcher en fait la propagation de ce panache de polluants en dehors des limites du site. Et là, je vais en venir à un point fondamental de traitement in situ, ça va être l'importance de l'espacement des points. Si vous prenez l'exemple d'un chantier, d'une zone à traiter de 30 mètres par 30 mètres, si vous voulez injecter par exemple une source de carbone qui est très difficilement injectable, par exemple de l'huile, qui va vous nécessiter de faire beaucoup de points, par exemple d'espacer tous vos points tous les 2 mètres, vous allez avoir besoin de faire un grand nombre d'injections, un grand nombre de points d'injection. Donc une durée de temps d'injection qui va être très grande.
Par exemple, pour 200 points, on compte, il va falloir 1 mois d'injection. Par contre, si vous utilisez un produit qui va être très facilement injectable, qui va vous permettre d'espacer vos zones d'injection, par exemple, si on passe que de 2 mètres à 4 mètres, eh bien là, on va gagner énormément de temps. On va passer, par exemple, de 1 mois à 1 semaine d'injection, en passant de 2 mètres à 5 mètres d'espacement. Et donc tout ça, ça va d'une part permettre de réduire les temps d'injection, les problèmes HSE, les perturbations sur site, si c'est un site en activité par exemple. Mais surtout, le gros intérêt, ça va être beaucoup moins cher. Si vous passez de 1 mois de chantier à 1 semaine de chantier, donc ça veut dire moins de machines mobilisées, moins de personnel mobilisé, vous comprenez l'avantage économique que ça peut générer. Donc nous, sur site, on aime bien injecter par exemple en direct push. C'est la petite vidéo légèrement accélérée que vous voyez ici. Donc le direct push, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est genre une seringue en fait que l'on vient injecter dans le sol. Et en fait, on vient faire une piqûre à la profondeur désirée. Il est aussi tout à fait possible d'utiliser des ouvrages existants tels que des puits en utilisant des packers. Ou on peut même imaginer l'utilisation de tubes à manchette. Ça a déjà été réalisé, on peut injecter directement avec des tubes à manchette. Donc ça, c'est une petite image d'une injection en utilisant un puits en surface. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de modification des structures de surface, il y a juste à venir mettre en place vos packers et vos pompes d'injection. Alors maintenant que je vous ai présenté un peu la partie théorique, quelques cas pratiques, on va passer à des cas d'études de déchloration réductrice. Comme je disais, donc Regenesis, c'est une société qui est relativement vieille, 25 ans, et donc elle a beaucoup de retours d'expérience. Il y a quelques années, on a entrepris en fait de synthétiser tous ces cas d'études et d'en faire une grande synthèse. Et notamment, on s'est intéressé donc à la déchloration réductrice améliorée. Là, je vais vous présenter les résultats sur 24 sites et environ 100 puits de monitoring, ce qui permet un peu de faire des petites études statistiques de ce qui a pu se passer sur tous ces sites. Donc au niveau des résultats, ce qui a été très intéressant, là je vais vous présenter un des résultats qu'on a eu, c'est on a en fait étudié beaucoup de sites où il y avait en préalable de nos injections la présence de DINAPOL, la présence ou la suspicion forte de phase pure. Et ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois, le comportement est le même. Sur tous les sites, l'injection de nos sources de carbone va d'abord entraîner une augmentation des concentrations polluants, tous les polluants, que ce soit le PCE, le TCE, le DCE, voire le chlorure de vinyle. Mais cette augmentation de concentration va également être rapidement accompagnée d'une très forte diminution des concentrations. Si on regarde plus en détail avec les chiffres, c'est ce qu'on voit ici. On voit qu'en moyenne, par exemple, la concentration au PCE atteint un pic de concentration au bout de 22 jours, mais qu'elle est finie par avoir plus de 90% de réduction au niveau de 207 jours. Donc ce qui est très intéressant. Et surtout ce qui est intéressant, c'est qu'on a toujours observé le même comportement. Donc ce qu'on a vu en fait, c'est que la vitesse de déchloration est à peu près la même pour chaque polluant. Donc la vitesse de déchloration, en fait, on la calcule en faisant la différence entre le nombre de jours qu'il faut pour atteindre 90% de réduction et moins le nombre de jours auquel on a le pic de concentration. Et donc ce qu'on voit, c'est que la vitesse de déchloration est légèrement plus rapide pour les sous-produits. Comme par exemple, si vous prenez le chlorure de vinyle, on a à peu près 165 jours, alors qu'on est autour de 184-185 jours pour le PCE et le TCE. On a également, suite à ce grand retour d'expérience, on a pu s'apercevoir qu'il n'y avait quasiment jamais d'accumulation de sous-produits. Il n'y avait pas d'accumulation de sous-produits. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que la présence de DINAPOL de façon globale pour ralentir la réduction des concentrations, parce que comme je vous dis, par exemple, au bout de 20 jours, vous allez avoir un pic de concentration en PCE. Mais surtout, cette augmentation de concentration peut aussi être la preuve qu'on va atteindre après des objectifs beaucoup plus bas. Parce que si on a une augmentation de concentration, ça veut dire qu'on a réussi à remobiliser ce DINAPOL, donc à le remobiliser en nappe, qu'après on va pouvoir traiter par la déchloration réductrice améliorée. On a également vu que la géologie n'avait pas vraiment d'influence sur les performances de traitement, si ce n'est qu'il faut réussir à injecter dans différentes géologies. Donc là, c'était un résumé en fait des différents cas d'études. Je vais vous présenter quelques cas d'études plus spécifiques. Le premier cas d'étude que je voudrais vous présenter, c'est un projet qui a été réalisé en France, donc à Bordeaux, près de l'aéroport de Mérignac. Donc on a été consulté en collaboration avec Ortec pour traiter des impacts en TCE et DCE. Donc des forts impacts jusqu'à 25 000 microgrammes par litre en zone source et autour de 400 microgrammes litre en zone panache. Et on voit en fait entre la zone source et la zone panache, on a une distance relativement grande, à peu près 500 mètres. Donc le problème en fait, c'est un réseau d'égouts qui a fui donc au sein de cette usine. Et donc
la pollution, les égouts étaient mis dans des remblais. Ils ont fui depuis ces remblais, ils ont traversé des argiles très peu perméables et ils sont arrivés dans les sables limoneux beaucoup plus perméables et ils ont été donc vectorisés via cette nappe qui coulait dans ces sables limoneux. Donc la zone source, la zone panache étant relativement étendue, il n'était pas possible de tout traiter. Donc ce qu'on a préféré faire, c'est dire, si c'est le réseau d'égout qui a fui, eh bien, on va suivre ce réseau d'égout et on va faire des injections tout le long de ce réseau d'égout. Et ensuite, on va mettre une barrière en aval pour empêcher le panache de sortir des limites du site. Donc au total, il y a eu 70 points d'injection en direct push qui ont été réalisés, donc ce qui a représenté à peu près 10 tonnes de 3DME qui ont été injectés. Bien souvent, ce qu'on fait dans ce genre de chantier, c'est qu'on propose d'abord une étude pilote sur plusieurs mois, puis avant de passer à l'échelle réelle. On préconise largement la réalisation d'études pilotes, ce qui est en accord notamment avec les nouvelles recommandations dans les PCT. Nous, on pousse aussi là-dedans à réaliser des études pilotes. Au niveau des résultats, donc comme je disais, il y a eu une phase de pilote, une phase d'injection. Ce qu'on voit dans la zone source, c'est que dès la phase pilote, dès les injections, on a vu de fortes diminutions de concentration. Lorsqu'on a fait l'injection réelle, on a vu aussi des diminutions. On a vu un petit rebond en DCE quelques mois après, mais ces rebonds ont été ensuite largement diminués et à peu près 2 ans plus tard, les concentrations sont en dessous des limites de détection. D'autres piézomètres qui étaient dans la zone source pour monitorer, on a à peu près le même phénomène. On voit qu'on a un petit pic de DCE juste après l'injection, mais très rapidement ces concentrations diminuent et on arrive à descendre en dessous des limites de détection. Au niveau de la zone panache, donc là je remets, elle est vraiment très éloignée, les résultats ont été beaucoup moins spectaculaires parce qu'ils sont très éloignés de la zone où on a injecté. Donc plus vous regardez loin de votre zone d'injection, et plus ça mettra du temps à avoir des diminutions de concentration. Notamment si vous regardez le TCE, vous voyez que les concentrations fluctuent fortement. On voit une tendance à la baisse, mais il faudra encore du monitoring sur quelques mois, voire années, pour vraiment avoir une forte diminution. Ceci étant dû à l'effet retard en fait, entre la distance du point d'injection et les limites du site. Le second cas d'étude que je vais vous présenter, c'est un cas d'étude qui a été réalisé en Italie. Donc là, c'est un cas d'étude aussi un peu particulier par les dimensions. Donc on a été appelé pour traiter sur un site de 60 000 m², dont une zone polluée de 20 000 m² et une zone source, rien que la zone source faisait 6 000 m², avec des impacts en polluant jusqu'à 8 mètres de profondeur et des concentrations pouvant atteindre jusqu'à 150 000 microgrammes par litre. Donc tout ça dans une géologie très complexe. Ce qui a été décidé, c'est de traiter la zone source et le panache avec du 3DME et en aval de réaliser une barrière avec du HRC. Alors pourquoi est-ce que la barrière, on a voulu la réaliser à base de HRC? Parce qu'on a anticipé en fait sur ce chantier la présence de DINAPL et à la fois des objectifs clients très bas. Donc on s'est dit que pour atteindre ces objectifs, il fallait d'une part une barrière réactive avec du HRC, mais d'autre part on a anticipé la possibilité de venir mettre en place en aval une barrière au plume stop. Ce sur quoi je vais revenir après. Donc suite à... Ah oui, là c'est quelques photos d'injection. Donc ce qu'on voit, là c'est deux machines qui ont été utilisées pour faire le direct push. Et on voit les palettes avec le HRC qui a été utilisé. Donc là on est vraiment dans la phase de réalisation de la barrière en aval. Voilà un petit zoom sur les machines qui peuvent être utilisées pour faire l'injection. Donc au niveau des résultats, pardon. Là on va vous présenter les résultats dans la zone source. Donc ce qu'on voit, c'est qu'en zone source, ça a très bien fonctionné. Dès l'injection du 3DME, on voit de fortes diminutions des concentrations globales, et voire même de la quantité de chlore. On voit que très vite, on arrive à du DCE, puis un petit peu de chlorure de vinyle, et ça finit par descendre en dessous des limites de détection. Donc là, on est à plus de 99,89% de réduction. D'autres points qui ont été monitorés dans la zone source montrent à peu près les mêmes comportements, des concentrations qui diminuent très fortement jusqu'à atteindre la limite de détection. En limite de site, donc à l'endroit où nous avons réalisé cette barrière à l'HRC, sur plutôt la partie PZ5, donc partie sud de la zone, là on n'a pas de souci, les concentrations ont très fortement diminué. On voit qu'on partait de concentrations élevées et dès l'injection de l'HRC, on voit que ça a diminué jusqu'à atteindre des concentrations très basses. Donc là, l'objectif était atteint. Par contre, au niveau de la partie nord, au niveau de PZ6, comme ce qu'on suspectait,
dès l'injection, en fait, au début, on avait des concentrations très faibles, mais l'injection, en fait, a permis de remobiliser du DINAPL. Donc, vous voyez, au départ, on était relativement faible, et dès qu'on a injecté, on a vu des augmentations de concentration en polluant, ce qui est très similaire à tous les cas d'études que je vous ai présentés. Et donc, ces concentrations ont augmenté. Dans le temps, elles ont commencé à diminuer. Elles ont diminué et surtout, le nombre de chlore diminue, donc ce qui prouve une réduction en cours. Cependant, les objectifs n'étaient pas atteints, parce qu'on avait des objectifs très bas en limite de site. Et donc, ce qui a été décidé, ce qui avait été un peu anticipé, ça a été donc de mettre en place une barrière au plume stop. Donc, le plume stop, ça a été l'objet du précédent webinaire. Mais pour faire simple en quelques mots, le plume stop, c'est un charbon actif liquide. Donc, l'idée, en fait, ça va être de venir créer in situ, sur le site, une barrière au charbon actif. Donc là, vous voyez, elle a été vraiment placée en aval de cette barrière d'HRC. Et donc, au niveau des résultats d'une combinaison entre la réduction et un traitement par adsorption, on voit que les résultats ont été très bons. Donc, comme je disais, jusqu'en mai 2018, on avait des concentrations qui étaient trop élevées pour pouvoir atteindre nos objectifs. Mais dès l'injection de plume stop, on a vu de très fortes diminutions. Et à partir de août 2019, on a vu qu'on était passé en dessous des limites de détection. Donc, on arrive à la fin du webinaire. Si je devais résumer en quelques mots-clés tout ce que je viens de vous dire, donc déjà, on a parlé de décoloration réductrice améliorée, de RD. Vous avez compris que tout ça, c'était un des phénomènes principaux, des mécanismes principaux, c'était un transfert d'électrons. Et que ce transfert d'électrons, il ne pouvait se faire qu'en utilisant la bonne source de carbone. Cette source de carbone qui doit répondre à plusieurs impératifs. D'une part, elle doit avoir une longévité suffisante, une grande rémanence. Comme je vous ai montré, notamment en raison des phénomènes de rétrodiffusion, on a besoin de temps pour pouvoir traiter à la fois la partie facilement accessible, mais surtout la partie qui est plus difficilement accessible. Et donc ce temps, il faut vraiment avoir une bonne longévité de votre source de carbone si vous voulez avoir suffisamment de temps. Et l'autre point fondamental, c'est la distribution dans le sous-sol. Car comme je vous ai montré, l'espacement des points d'injection va être primordial sur le nombre de points d'injection, sur la durée de vos injections, et donc au final sur l'aspect économique de votre chantier. Donc si je peux vraiment appuyer sur un point, c'est là-dessus. Quand vous devez choisir la technique que vous allez utiliser, en traitement in situ surtout, les produits que vous allez injecter, intéressez-vous vraiment à leur facilité à être injectés. Est-ce qu'il va falloir que je fasse des points tous les 10 cm ou est-ce que je peux me permettre de faire tous les points tous les 5 mètres? C'est vraiment ce qui va influer sur le coût total de votre chantier. Je vous remercie de votre attention et encore désolé pour les quelques petits problèmes techniques que nous avons eus au début du webinaire. Je passe la parole à Chris. Merci Aurélien. Avec les soucis techniques, je ne sais pas si on a reçu toutes les questions. Pour être sûr, pouvez-vous envoyer, s'il vous plaît, votre question par email si vous n'avez pas eu une réponse maintenant. En tout cas, on a reçu pas mal de questions sur les risques de formation et l'accumulation de chlorure de vinyle, l'arrêt de la dégradation sur chlorure de vinyle, etc. Alors, soyons clairs, hein, sous conditions réductrices, même dans des traitements avec le FR0, on passe toujours une phase avec la formation de chlorure de vinyle. Par contre, hein, les concentrations de chlorure de vinyle vont rester beaucoup plus faibles que les concentrations de DCE. C'est qu'Aurélien a montré déjà. Et c'est car la dégradation de DCE vers la chlorure de vinyle peut être considérée comme la réaction la plus critique, la plus compliquée de la chaîne. Hein. Il y a moins de bactéries capables de faire cette transformation de DCE vers chlorure de vinyle. Elle produit moins d'énergie et elle est réalisée à une vitesse qui est plus faible que la dégradation de TCE. Typiquement, hein, pour des applications de 3DME, on voit des concentrations de chlorure de vinyle qui restent à peu près à 10-15% des concentrations initiales de PCE ou de TCE. Bien sûr, c'est de la chlorure de vinyle et même en concentration faible, il faut prendre en compte les risques potentiels liés
à ce component. Par exemple, si on a des nappes superficielles sous les bâtiments, ou si on a un récepteur en aval de la zone de traitement, il faut tenir compte avec les risques potentiels. Deuxième question aussi sur le chlorure de vinyle et la dégradation incomplète. Comme j'ai dit déjà, les concentrations maximales de DCE sont normalement plus élevées que les concentrations de PCE ou TCE, parce que c'est la réaction la plus difficile. Alors souvent, on pense que cette accumulation est à cause d'une dégradation incomplète. Et ce n'est pas le cas. Normalement, ce n'est pas le cas. Par contre, si on a une dégradation incomplète, c'est presque toujours à cause des conditions qui sont suboptimales plutôt que optimales. C'est aussi pourquoi on voit souvent que la dégradation, par exemple, sous conditions naturelles, s'arrête sur le DCE. Ou par exemple, avec l'application de l'huile végétale comme source de carbone, l'huile est tellement hydrophobe que souvent la distribution dans la nappe sera pas idéale et le potentiel redox va rester un peu trop élevé. Et ça ne pose pas, des conditions suboptimales, ça ne pose pas trop de problèmes pour la dégradation de PCE et TCE. Par contre, pour la dégradation de DCE, ça peut former des soucis. Troisième question. Recommandez-vous des analyses de PCR pour vérifier la présence des bactéries adaptées avant de réaliser un traitement? Habituellement, non. S'il n'y a pas de preuve de formation de sous-produits de dégradation sous conditions naturelles, c'est probablement car les conditions ne sont pas favorables à la déchlorination réductive et que le nombre de bactéries telles que les Desalucocoides est faible ou même sous la limite de détection. Alors ça ne sert pas à grand chose de tester à ce moment-là. Par contre, dès que nous allons ajuster les conditions, les bactéries vont croître exponentiellement. On va recommander des tests PCR si une dégradation totale ne se produit pas malgré l'ajustement des conditions. Mais pour être honnête, ça ne représente que 1 à 2% des cas, ou même moins, je pense. Et dans ce cas, la bioaugmentation, par exemple avec le BDI, peut être une option, mais bien sûr, il faut vérifier pourquoi les désalucocoïdes ne sont pas présentes. Et du coup, j'ai aussi répondu à la question, est-ce qu'il arrive souvent que les bactéries réductrices ne soient pas présentes? Une autre question. Si l'on met en œuvre un traitement sans qu'il soit parfaitement efficace et qu'on laisse une grande quantité de produits semi-dégradés, est-ce qu'on peut modifier les conditions physico-chimiques du milieu? Si oui, quelle modification? À l'intérieur de la zone de traitement, je pense qu'il est quasiment impossible de retourner à des conditions aérobiques. La solution classique consiste à rendre les conditions optimales en ajoutant plus de donneurs d'électrons. Il faut créer des bonnes conditions. Peut-être il y a certaines situations où une barrière en aval avec un traitement aérobie peut être envisagée aussi, mais c'est plutôt rare. Une dernière question, je pense. Quels sont les essais à prévoir dans le PCT? Normalement, un essai laboratoire n'est pas nécessaire, mais dans
dans la majorité des cas, nous recommandons un essai pilote. Ça donne beaucoup plus d'informations au niveau de l'application sur le terrain, qui est souvent la partie la plus critique, parce qu'il faut, comme j'ai dit, créer des bonnes conditions et réaliser une bonne distribution. Les paramètres à suivre pendant le traitement et aussi avant, ce sont bien sûr les solvants chlorés, éthane, méthane, le COT, les nitrates, le fer et le manganèse dissous, les sulfates et après les paramètres globaux comme le pH, le potentiel redox et l'oxygène. Voilà. S'il y a des autres questions qui arrivent encore, je pense que nous allons y répondre individuellement par email dans les jours qui suivent. Encore un peu d'informations pratiques. D'ici 1 heure, vous recevrez un mail avec un lien pour répondre à un questionnaire de satisfaction. Si vous ou vos collègues souhaitez obtenir un certificat de participation, vous pourrez le demander via le questionnaire. Merci par avance. Votre avis et votre commentaire nous sont très utiles. Et aussi, le webinaire a été enregistré. Vous recevrez en janvier un lien par email pour y accéder. Encore, il me passe encore un message. Ouais. Ah oui. Encore désolé pour les problèmes techniques et merci de votre patience.